Il y avait, à l'extrémité du village de Kuji, une vieille case en terre battue, presque avalée par les racines d'un immense baobab. Cette case, à l'allure abandonnée, était pourtant habitée par une femme que tout le monde connaissait sans oser vraiment parler d'elle, Mémé Azata. On disait qu'elle était là depuis toujours. Certains anciens affirmaient l'avoir vue jeune, belle et pleine de vie, bien avant que la guerre n'éclate dans la région, bien avant la mort de ses enfants. Pourtant, aujourd'hui, elle semblait n'être qu'un squelette couvert de peau, aux yeux vides mais perçants, comme si elle lisait à travers les âmes. Les enfants du village, en jouant à la marelle, avaient une règle non écrite, ne jamais lancer une pierre dans la direction de la case d'Azata. Si cela arrivait, il fallait réciter une prière, courir chez sa mère et boire du sel dilué dans de l'eau bénite. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais c'était une tradition transmise de génération en génération. La rumeur disait que Mémé Azata parlait aux arbres, écoutait les chauves-souris, et ne dormait jamais la nuit. À chaque pleine lune, on la voyait assise sous le baobab, les bras tendus vers le ciel, chantant dans une langue oubliée. Personne ne comprenait ces mots, mais les anciens chuchotaient. Ce sont les prières des vieilles du royaume des morts. Elle avait élevé ses 5 petits-fils après la mort tragique de ses 2 filles, mortes à 1 an d'intervalle. Les funérailles avaient été sobres, mais étrangement silencieuses. Même les tam-tams n'avaient pas résonné. Azata n'avait jamais pleuré. Pas une larme. Juste ce regard fixe sur le cercueil, comme si elle n'y voyait que des obstacles à une mission plus grande. Depuis, elle vivait seule avec ses petits-fils. Chaque matin, elle partait avant l'aube cueillir des herbes dans la brousse. Chaque soir, elle enfermait ses petits-fils à double verrou. Lorsqu'un voisin demanda un jour pourquoi elle faisait ça, elle répondit avec un sourire glacial. « Le monde est rempli de bêtes affamées, et je suis leur unique bouclier. » Mais ce que les villageois ne savaient pas, c'est que la vraie menace ne venait pas de l'extérieur. Ce soir-là, le vent soufflait plus fort que d'habitude. La lune était rouge, gonflée, pesante. Depuis sa case, Mémé Azata frottait une poudre noire entre ses paumes ridées, assise en tailleur devant une flamme bleue qui ne produisait aucune chaleur. Elle murmurait des mots anciens, des mots qui réveillaient les esprits endormis sous le baobab. Et, dans l'obscurité de sa case, ses petits-fils dormaient paisiblement, sans savoir que leur sang allait bientôt servir à nourrir une ambition aussi noire que la nuit elle-même. Pendant longtemps, personne n'aurait osé soupçonner Mémé Azata. Pour le village de Kuji, elle incarnait la résilience et la force d'une femme meurtrie par la vie, mais qui n'avait jamais baissé les bras. Après la mort brutale de ses 2 filles, tous pensaient qu'elle allait sombrer dans la folie. L'une avait été retrouvée pendue dans la forêt sacrée, et l'autre, morte dans son sommeil, sans explication médicale. Les sages avaient conclu à une malédiction familiale. Mais Azata, elle, n'avait pas tremblé. Elle avait pris ses 5 petits-fils sous son aile comme une lionne protège ses petits. Les gens disaient d'elle, « Cette vieille est une bénédiction. » Malgré tout ce qu'elle a perdu, elle continue d'élever ses enfants comme si c'étaient les siens. Le matin, on la voyait marcher lentement jusqu'au marché, un panier tressé sur la tête, les pieds nus, mais dignes. Elle vendait des racines, des feuilles médicinales, et parfois des savons faits maison. Son regard était doux quand elle parlait des enfants, qu'elle appelait « mes petits soleils ». À chaque retour de l'école, ses petits-fils se jetaient dans ses bras, et elle les embrassait longuement, leur caressant la tête, leur murmurant « Je vous aime plus que la vie ». Elle cousait elle-même leurs vêtements, veillait à leur éducation, refusait qu'ils sortent tard, et imposait un couvre-feu strict. Les voisins trouvaient cela strict, mais admirable. Elle répétait sans cesse « Un enfant qu'on n'encadre pas devient un arbre tordu ». Même les enseignants des enfants vantaient sa rigueur. Tous les 5 étaient polis, disciplinés et brillants. Ils faisaient la fierté de l'école du village. Malik, l'aîné, rêvait de devenir médecin. Amadou voulait devenir professeur. Bako aimait chanter. Issa et Salif, les plus jeunes, jouaient aux explorateurs et dessinaient des cartes imaginaires. Tout le monde enviait cette famille unie. Mais, certains détails dérangeaient les plus observateurs. Pourquoi Mémé Azata ne laissait jamais les enfants dormir chez des amis? Pourquoi refusait-elle toute aide, même quand elle tombait malade? Et pourquoi les enfants ne parlaient jamais de leur mère? Pas même une photo dans la case. Et puis il y avait cette pièce interdite au fond de la maison, fermée à clé. Toujours. Même pendant les saisons de chaleur. Un jour, une voisine curieuse, YAY Fatou, avait essayé de regarder discrètement à travers une fissure. Ce qu'elle vit la glaça. Un hôtel couvert de plumes,
de morceaux d'os, et un bocal où flottait ce qui ressemblait à un cœur humain. Depuis ce jour, Fatou ne parla plus jamais d'Azata. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « Il y a des secrets qui rendent fou quand on les connaît. » Mais pour le reste du village, Azata restait une grand-mère exemplaire, un modèle de courage, une femme bénie des ancêtres. Ils ne savaient pas que, dans l'ombre, la vieille préparait déjà le premier sacrifice. C'était une nuit sans étoiles, silencieuse comme la tombe. Le vent semblait s'être figé, les feuilles du baobab ne bougeaient pas. Même les chiens du village, d'ordinaire bruyants, s'étaient tus. Ce soir-là, le monde retenait son souffle. Dans la case de Mémé Azata, tout semblait paisible. Les 5 petits-fils dormaient côte à côte sur des nattes tressées. Salif, le plus jeune, n'avait que 7 ans. Il dormait contre le mur, tenant dans ses bras une poupée en chiffon que sa grand-mère lui avait confectionnée. Mais Azata, elle, ne dormait pas. Assise dans la pièce interdite, les jambes repliées, elle psalmodiait des incantations en langue oubliée. Devant elle, une large calebasse remplie d'eau noire reflétait un visage étrange, ni tout à fait le sien, ni tout à fait humain. Des volutes de fumée s'échappaient d'un petit feu bleu. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Elle avait respecté les étapes, le jeûne, le silence, le sang de la chèvre noire, l'huile du karité pour aveugler les anges protecteurs. Il ne manquait plus que le premier sang innocent. Elle se leva lentement, prit une fine corde tressée avec des poils de hyène et sortit de la pièce. Chaque pas sur le sol était silencieux, comme si l'air lui-même absorbait le son. Elle entra dans la chambre des enfants. Son regard se posa sur chacun d'eux, puis s'arrêta sur Salif. Il était le plus jeune, le plus doux, le plus attaché à elle. « Pardonne-moi, mon ange » murmura-t-elle en larmes. Mais ces larmes n'étaient pas de regret. C'étaient les larmes du pouvoir. Car dans l'art noir qu'elle pratiquait, tuer un être aimé décuplait les forces reçues. Elle approcha doucement, déposa un baiser sur le front de l'enfant endormi, puis serra la corde autour de son cou. Salif ouvrit les yeux une seconde. Une seule. Puis plus rien. À l'aube, elle porta le petit corps jusqu'à la rivière, enroulé dans un pagne rouge. Elle le déposa près d'un rocher, comme si l'enfant s'était noyé. Puis elle revint chez elle, les mains tremblantes, mais les yeux brillants. Quand les villageois découvrirent le corps, l'horreur se répandit comme du feu dans la paille. Tout le monde pleura. Même les plus anciens n'avaient pas de mots. Un enfant aussi doux, mort aussi brutalement. La vieille Azata hurla sa douleur en public, se roulant par terre, s'arrachant les cheveux. Il était mon cœur, mon dernier souffle. Que les ancêtres me prennent à sa place. Les gens la consolèrent. On frappa les tam-tams. On tua un bœuf en son honneur. Le village tout entier porta le deuil. Mais cette nuit-là, lorsque tout le monde dormit, le baobab émit un craquement profond, comme un rire venu du fond de la terre. Et dans sa case, Mémé Azata se regardait dans un miroir d'eau. Son dos était redressé. Sa peau semblait plus tendue. Elle avait rajeuni. Le pacte était lancé. Et il exigeait plus de sang. La mort de Salif avait secoué le village de Kudji, mais avec le temps, la douleur collective s'était dissipée comme une fumée au vent. Les enfants jouaient à nouveau, les femmes riaient au marché, et Mémé Azata poursuivait son œuvre dans le plus profond des secrets. Ce soir-là, le ciel était noir, sans lune, sans étoiles. Une nuit parfaite pour les rituels interdits. Azata quitta sa case sans un bruit, drapée dans un pagne noir bordé de symboles rouges foncés. Dans sa main, elle tenait une calebasse remplie du sang de Salif qu'elle avait secrètement conservé, mélangé à de la cendre et des herbes amères. Elle suivait l'appel, une voix intérieure qui lui avait dit « Le pouvoir ne se prend pas. Il se mérite. Et pour le mériter, tu dois entrer dans le cercle. » Elle traversa la forêt interdite, celle où même les chasseurs les plus expérimentés refusaient d'aller la nuit. Là-bas, au cœur d'une clairière, entourée de vieux fromagers au tronc noueux, l'attendait un groupe de femmes en cercle, vêtues de tissus noirs, les visages recouverts de terre et de cendres. Leurs yeux brillaient comme des braises. Elles ne parlèrent pas. Pas un mot. L'une d'elles, la plus ancienne, connue sous le nom de Komala Rouge, leva un insumain vers le ciel et dit d'une voix grave. « Tu as offert le sang de ton sang. Te crois-tu digne de marcher avec les mortes vivantes ?» Azata s'agenouilla. « J'ai donné mon cœur. Il m'en reste 4. Je suis prête à donner le reste. » Les femmes l'observèrent longuement, puis firent un signe. Komala Rouge s'approcha, ouvrit la calebasse, y plongea 2 doigts,
et traça un symbole étrange sur le front d'Azata. C'était le signe de la bête du sol, celui qu'aucune femme ne portait sans devenir sorcière jusqu'à sa mort et au-delà. Les tambours invisibles commencèrent alors à résonner. Pas un seul instrument n'était visible, mais le son battait dans l'air, dans le sol, dans les os. Azata fut invitée à se mettre au centre du cercle. Là, on lui fit boire une décoction épaisse, amère, brûlante. Elle sentit son estomac se tordre, ses veines bouillir, son esprit quitter son corps. Elle hurlait, mais aucun son ne sortait. Ses souvenirs défilaient, la mort de ses filles, les cris de Salif, les regards d'amour de ses petits-fils. Puis, le vide. Et dans ce vide, une voix sans bouche lui parla. Offrir les tiens, c'est t'arracher toi-même. Mais chaque goutte de sang te donne un pas vers le sommet. Seras-tu l'égale de commun? Seras-tu celle que les morts craindront? Quand elle revint à elle, elle était allongée nue sur le sol, le corps couvert de marques rouges. Les femmes du cercle la regardaient en silence. Commun tendit la main. Bienvenue dans le cercle des ténèbres, Mémé Azata. Tu n'es plus mère. Tu es sœur. Tu es l'âme. Tu es faille. Cette nuit-là, le pacte fut complet. Elle n'était plus seulement une vieille femme respectée. Elle était désormais initiée, protégée et guidée par les forces obscures. Mais le cercle avait un prix. Le pouvoir grandit avec chaque sacrifice. Et il restait encore 4 petits-fils. Depuis la nuit du rituel, quelque chose avait changé dans la case de Mémé Azata. L'air y était plus lourd, les ombres plus longues, même en plein jour. Les enfants, eux, ressentaient ce changement, sans pouvoir l'expliquer. Issa, le 4e petit-fils, âgé de 10 ans, était le plus sensible. C'était un enfant calme, observateur, souvent perdu dans ses pensées. Depuis la mort de Salif, il dormait mal. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, les yeux pleins de larmes et le cœur battant trop fort. Il avait commencé à entendre des murmures. Au début, il croyait rêver. Des voix lointaines, comme si quelqu'un parlait derrière les murs. Parfois, il reconnaissait des mots. « Sors !»« Elle ment !»« Fuis pendant qu'il est temps !» Une nuit, il secoua Malik, l'aîné, qui dormait près de lui. « Grand frère, tu entends les voix, toi aussi. » Malik ouvrit à peine un œil. Il posa une main rassurante sur la tête d'Issa. « Dors, tu fais juste un cauchemar. » Mémé dit que quand on pense trop, les esprits viennent jouer dans nos rêves. Mais Issa savait ce qu'il entendait. Et surtout, il savait d'où venaient les murmures, de la pièce interdite, celle au fond de la case, toujours verrouillée. Un soir, alors qu'Azata était partie dans la forêt ramasser des feuilles médicinales, Issa décida de s'approcher de la porte. Il colla l'oreille contre le bois sec. Et là, les murmures devinrent clairs. Des prières. Non, des chants de lamentation, d'une voix fluette. Il reconnut quelque chose d'impossible à croire. La voix de Salif. Il recula brusquement, le cœur paniqué. Il courut dehors, pleura en silence derrière la case. Il comprenait enfin. Son frère n'était pas mort par accident. Mais que pouvait-il faire? Qui allait croire un enfant qui dit entendre des morts? Certainement pas les anciens, encore moins les voisins qui vénéraient Azata comme une sainte. Alors Issa commença à noter ce qu'il voyait. Il cachait ses observations dans un petit carnet qu'il glissait sous son matelas. Il y écrivait « Elle parle seule la nuit. J'ai vu une flamme bleue sans feu. Un jour, je prouverai qu'elle cache quelque chose. » Mais Mémé Azata n'était pas aveugle. Elle sentait que quelque chose changeait, que l'un des enfants avait vu au-delà du rideau. Et elle savait ce que cela signifiait, il fallait frapper à nouveau. Ce soir-là, elle prépara un repas spécial. Elle ajouta à la sauce de la feuille de yombofé une plante qui fait dormir profondément. Les enfants mangèrent, rirent, puis s'endormirent comme des bébés. Mais Issa, méfiant, n'avait presque rien mangé. Il faisait semblant de dormir, les yeux mi-clos. Et dans cette nuit noire, il vit sa grand-mère entrer discrètement dans la chambre avec une corne de bœuf remplie de poudre noire, qu'elle souffla autour d'eux. Issa retint son souffle. Il comprenait maintenant. Salif n'était que le début. Il savait qu'il devait fuir. Mais où aller? À qui parler? Il n'était qu'un enfant dans un monde d'adultes, et face à lui se tenait la plus rusée des vieilles femmes, celle que même les esprits respectaient. Mémé Azata avait franchi un point de non-retour. Après le premier sacrifice, le cercle des ténèbres l'avait accepté. Mais l'initiation ne faisait que commencer. Elle devait maintenant suivre ce que les sorcières appelaient l'école du mal, un apprentissage souterrain, invisible,
offert uniquement à celles qui avaient prouvé leur fidélité par le sang. Chaque nuit, alors que les enfants dormaient, son esprit quittait son corps. Chaque nuit, alors que les enfants dormaient, son esprit quittait son corps. Elle se couchait sur une natte faite de peau de crocodile, la tête vers le nord, et plaçait sous sa langue un petit os calciné, noirci par la magie. Elle fermait les yeux, et voyageait. Elle se retrouvait alors dans un monde obscur, sans ciel ni sol, juste un espace flottant, peuplé de voix, de rires sinistres et de maîtres invisibles. Là, les anciennes lui enseignaient des savoirs qu'aucun humain n'aurait dû posséder. Comment voler la force vitale d'un être aimé? Comment transformer la douleur d'un enfant en énergie noire? Comment appeler un esprit gardien à partir d'un sang innocent? Comment disparaître aux yeux des justes et tromper même les devins? Chaque leçon lui coûtait une partie de son humanité. Son rire devenait plus sec, son regard plus froid. Son cœur, autrefois si tendre envers ses petits-fils, s'endurcissait. Elle ne les voyait plus comme des enfants, mais comme des étapes, des clés vers une puissance absolue. Mais dans le monde réel, les signes de sa transformation devenaient visibles. Un matin, Malik la regarda longuement et dit « Mémé, tu as changé. » Elle sourit, un sourire sans chaleur. « C'est l'âge, mon fils. L'âge fait pousser des épines même aux fleurs les plus douces. » Mais ce n'était pas l'âge. C'était la magie noire. Dans son jardin, des plantes rares avaient commencé à pousser, des herbes qui n'existent que dans les rêves des morts. La nuit, des oiseaux noirs planaient autour de sa case sans jamais se poser. Même les chats l'évitaient. Un jour, une voisine, Tanti Aminata, venue lui rendre visite, raconta plus tard. « Quand j'ai franchi la porte, j'ai vu une ombre derrière elle. Pas humaine, grande, courbée, avec des yeux rouges. » Azata, de son côté, continuait d'apprendre. Chaque nuit, elle apprenait une nouvelle malédiction, une nouvelle ruse, un nouveau piège. Mais chaque nouveau savoir exigeait une offrande plus lourde que la précédente. Et le cercle lui avait dit « Ton prochain pas vers le trône passe par un autre sacrifice. Le prochain devra souffrir. Il devra voir venir la mort. Car seule la douleur consciente ouvre les portes du pouvoir éternel. » Azata savait déjà qui serait le prochain. Issa, le petit curieux, le petit silencieux, celui dont le regard l'observait trop, celui qui, malgré sa peur, comprenait peu à peu la vérité. Mais elle ne pouvait pas se précipiter. Car maintenant, elle avait des ennemis invisibles. Les esprits protecteurs des enfants la surveillaient. Il lui fallait ruser, attendre le bon moment, préparer un piège parfait. Elle se rendit alors chez une autre sorcière du cercle, dans un hameau isolé, pour y apprendre l'art du poison invisible, un poison qui ne tuait pas tout de suite, mais qui brisait l'esprit d'un enfant, morceau par morceau, jusqu'à le rendre fou, ou jusqu'à ce qu'il demande lui-même la mort. Pendant ce temps, Issa, lui, grandissait dans la peur. Chaque jour, chaque regard de sa grand-mère lui glaçait le sang. Il ne mangeait plus ce qu'elle cuisinait. Il ne dormait plus qu'à moitié. Il priait en silence, chaque soir, appelant sa mère morte, demandant « Si tu m'entends, protège-moi. » Et, parfois, un vent frais traversait la case. Un vent qui n'était pas naturel. Comme une réponse. Mais serait-ce suffisant? Car Mémé Azata n'était plus simplement une vieille femme. Elle était devenue une élève brillante dans l'école du mal. Et l'examen final approchait. Bako était un garçon rêveur, toujours le sourire aux lèvres, malgré les ombres qui s'étiraient autour de sa famille. Contrairement à Issa, il ne parlait pas des voix ni des murmures. Mais une nuit, le sommeil lui apporta un message qu'il ne pouvait ignorer. Ce rêve était différent des cauchemars habituels. Il se trouvait dans une forêt dense, éclairée par une lumière étrange, ni blanche ni dorée, mais grise et froide. Les arbres semblaient vivants, leurs branches formaient des mains tendues vers lui. Au centre, une silhouette maternelle apparut, floue mais reconnaissable. C'était sa mère, disparue depuis plusieurs années. Elle lui tendait une main tremblante et lui parlait d'une voix douce et pressée. « Bako, écoute-moi bien, ta grand-mère n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle cache des secrets sombres, des ombres qui dévorent tout sur leur passage. Elle nous a prises, moi et ton frère Salif. Tu dois fuir, vite, avant qu'il ne soit trop tard. » Bako voulut répondre, mais elle disparut comme une fumée portée par le vent. Le sol sous ses pieds se déroba, et il tombait, jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur. Le lendemain, il secoua Issa pour lui raconter son rêve. « Grand frère, maman m'a parlé.
Elle m'a dit que Mémé, elle est méchante. Qu'elle nous a tués. Qu'on doit partir. Il s'affronça les sourcils, l'air grave. Je sais. Je t'avais déjà dit que j'entendais les voix. Mais où irions-nous? Bako était convaincu que c'était un signe. Que le rêve était une mise en garde des esprits. Cependant, parler de ces choses était dangereux. Leur grand-mère avait des oreilles partout. Elle pouvait entendre même ce qui n'était pas dit. Cette nuit-là, Bako tenta de dormir. Mais les visions du rêve revenaient. Il se voyait courir à travers le village, appelant à l'aide. Mais personne ne le voyait. Ou plutôt, personne ne voulait voir. Le murmure du vent lui chuchotait. Fuis, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant même qu'il puisse se lever, un cri strident déchira la nuit. Un feu éclata dans la maison. Les villageois accoururent. La case de Bako était en flammes. Mais quand ils entrèrent dans la pièce, ils trouvèrent le garçon carbonisé, seul sur son lit, le visage figé dans l'horreur. Mémé Azata était là, immobile, le regard fixé sur le corps sans vie. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, elle répondit, la voix tremblante. Un éclair a frappé la maison. Le feu est venu du ciel. Mais personne ne crut à cette histoire. Le mal avait frappé à nouveau. Avec la mort de Bako, la peur s'installa durablement dans le village. Les parents commencèrent à garder leurs enfants près d'eux, les anciens murmurèrent des prières plus fortes, et les regards se tournèrent vers celle qui était autrefois la grand-mère aimante, devenue la source de cauchemars. Et pourtant, Mémé Azata restait silencieuse, impassible, comme si elle se nourrissait de cette terreur. Le village de Kuji était plongé dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Depuis la mort tragique de Bako, personne n'osait plus sortir la nuit, et les enfants étaient tenus enfermés à double tour. Pourtant, ce soir-là, une peur bien plus grande allait frapper. Une nuit noire comme l'encre, où même la lune avait disparu derrière des nuages épais. Le vent, d'habitude vivifiant, était devenu glacial, s'infiltrant dans chaque recoin, comme un souffle venu des enfers. Au cœur de la case d'Azata, une étrange lumière vacillait. Une flamme bleue, froide, dansait sans faire fondre la cire. Cette lueur surnaturelle éclairait le visage de la vieille femme, durcie et impassible. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. De puissance. Elle se tenait debout devant une grande jarre remplie d'un liquide noirâtre, bouillonnant lentement. Les incantations qu'elle murmurait étaient inaudibles, mais chargées d'une énergie palpable. Soudain, un cri strident déchira la nuit. Un feu venait d'éclater dans la maison voisine, celle où dormait Amadou, le troisième petit-fils, un garçon fort et courageux. Les villageois, réveillés en sursaut, accoururent. Les flammes rougeoyaient, dévorant les murs de chaume et le mobilier avec une rapidité effrayante. Dans la maison en flammes, on retrouva Amadou inanimé, étendu au sol, son corps marqué par des brûlures superficielles mais ses yeux grands ouverts, figés dans une expression d'horreur indescriptible. On aurait dit qu'il avait vu quelque chose d'effrayant juste avant de mourir. Alors que les villageois pleuraient, Mémé Azata observait la scène de loin, un sourire cruel sur les lèvres. « C'est le prix du pouvoir », murmura-t-elle. Personne ne savait encore que ce n'était pas un simple accident. Le feu n'était pas venu du ciel, ni d'un court-circuit. Il avait été conjuré. Une flamme née d'un mal ancien, d'un rituel secret, d'une magie noire apprise dans le cercle des ténèbres. Ce soir-là, les ombres semblaient danser autour du baobab. Les esprits des enfants morts murmuraient leur vengeance dans le vent. Mais leur voix restait inaudible pour les vivants. Mémé Azata, désormais consumée par sa quête de puissance, était devenu un monstre. Et le village tout entier s'enfonçait dans un cauchemar dont il ne sortirait peut-être jamais. Après la tragédie qui avait frappé Amadou, le village de Kuji sombrait dans une atmosphère lourde de peur et de suspicion. Les habitants n'osaient plus parler à voix haute, comme si leurs mots pouvaient réveiller un mal encore plus grand. Le chef du village, un homme sage et respecté nommé Damba, décida qu'il fallait agir. Il fit venir un marabout réputé, venu de très loin, connu pour son savoir ancien et ses pouvoirs puissants, Maître Yoro. Le marabout arriva un matin, marchant lentement, son bâton sculpté à la main, un grand chapeau tressé lui cachant en partie le visage. Dès son arrivée, il sentit quelque chose d'anormal. Une aura sombre flottait autour de la vieille Azata, invisible pour les yeux ordinaires, mais évidente pour lui. Maître Yoro ne perdit pas de temps. Il inspecta les lieux, observa la case d'Azata, écouta les récits des villageois. Puis, une nuit, il entra seul sous le grand baobab où tout avait commencé. Là, il déploya un fétiche ancien, couvert de symboles mystiques,
qu'il fixa sur le tronc. L'arbre sembla gémir, et le marabout fronça les sourcils. Il y a ici un mal ancien, un lien entre la terre et le ciel, un pacte brisé. Il lança un sort de détection, un cercle de lumière bleue qui révéla des marques invisibles aux yeux des humains, des signes de sorcellerie noire gravés sur le sol autour de la maison d'Azata. Mais au lieu d'agir publiquement, Maître Yoro décida de garder le secret. Il savait que révéler la vérité pourrait provoquer la panique, ou pire, la violence. Il convoqua donc discrètement un conseil restreint, composé des anciens et des plus courageux. Lors de cette réunion, le marabout révéla ce qu'il avait vu. La vieille femme n'est pas celle que vous croyez. Elle porte en elle un pouvoir obscur, alimenté par des sacrifices humains. Ce pouvoir grandit, et avec lui, le danger pour tout le village. Les anciens frémirent. Certains ne voulaient pas y croire. Mais d'autres, ceux qui avaient ressenti la présence maléfique depuis longtemps, demandèrent à Maître Yoro ce qu'il fallait faire. Le marabout répondit. Il faut l'affronter. Il faut briser le pacte. Mais pour cela, nous devons être unis, forts, et surtout, prêts à affronter ce que le monde visible ne peut contenir. Pendant ce temps, Mémé Azata sentait la menace grandir. Elle savait que le marabout était là, et que ses pouvoirs pouvaient être mis à l'épreuve. Mais elle ne tremblait pas. Son cœur était noirci par la magie. Elle préparait déjà son prochain coup. Car le plus difficile restait à venir. Le dernier sacrifice. Le village de Kuji était désormais pris dans une spirale de peur et de silence. Les morts s'enchaînaient, et les regards se détournaient. Le quatrième petit-fils, Amadou, avait disparu 3 jours avant que son corps ne soit retrouvé, ligoté dans les bois, les yeux grands ouverts, figé dans une terreur indicible. Mais ce soir-là, Amadou n'avait pas disparu de son propre chef. Il avait eu le courage de confronter sa grand-mère. Dans la pénombre de la case d'Azata, Amadou s'était levé. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Mémé, je sais ce que tu fais. Tu as tué Salif, Bako, Issa. Et bientôt, ce sera mon tour. » Azata fixa son petit-fils, le visage impassible. « Tu ne comprends rien, garçon. Tout ce que je fais, c'est pour le village. Pour notre lignée. » Mais Amadou secoua la tête. « Non, c'est pour ton pouvoir. Tu n'es plus la femme que nous avons connue. » Cette confrontation brisa le silence. Une lutte s'engagea, sourde, entre la chair et l'ombre, entre l'amour familial et la soif de pouvoir. Amadou tenta de s'échapper, mais la porte s'était verrouillée d'elle-même. Les fenêtres semblaient se refermer comme des mâchoires. Et dans l'ombre, une présence invisible l'enserrait. 3 jours plus tard, les chasseurs du village trouvèrent son corps dans la forêt, ligoté à un arbre, les yeux grands ouverts et le visage marqué par une peur indicible, comme s'il avait vu l'ultime horreur avant de mourir. Le village entier fut plongé dans un silence lourd. Les anciens murmuraient que les esprits réclamaient justice, mais aucun ne pouvait s'approcher de la case d'Azata. Le lieu était devenu sacré, mais d'une sacralité sombre, effrayante. Pendant ce temps, Mémé Azata, loin d'être touchée par la douleur, sentait sa puissance croître. Le sang d'Amadou avait nourri son âme noire, et elle était plus proche que jamais du sommet. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Mais elle savait que le dernier petit-fils, Malik, était le plus fort, le plus intelligent, le plus difficile à atteindre. Et elle s'apprêtait à lancer son ultime plan. Le village de Kuji était à bout de souffle. La peur avait creusé des rides sur les fronts et volé le sommeil des habitants. Le mal rôdait au cœur de la vieille case d'Azata, et chacun savait que l'ultime affrontement approchait. Malik, l'aîné des petits-fils, était devenu le dernier espoir du village. Il portait sur ses épaules la lourde responsabilité de sauver sa famille et de briser la malédiction. Mais pour cela, il devait faire appel à des forces que peu osaient invoquer. Un soir, guidé par les sages, Malik se rendit au sanctuaire ancestral, un lieu sacré où reposaient les esprits protecteurs du village. Là, il invoqua l'ancêtre, un esprit ancien et puissant, gardien des traditions et de la justice. L'ancêtre apparut sous la forme d'une ombre lumineuse, majestueuse, ses yeux comme 2 braises ardentes. « Malik, fils du sang pur, as-tu le courage de faire face à ta grand-mère » Le jeune homme répondit avec détermination. « Oui, ancêtre. Je veux sauver ce village et mettre fin à la souffrance. » L'ancêtre lui tendit alors un talisman, gravé de symboles sacrés. « Ce talisman te protégera des forces obscures. Mais souviens-toi, pour vaincre le mal, il faut plus que de la force. Il faut de la foi, de la sagesse et de l'amour. »
Armé de ce talisman et du courage de ses ancêtres, Malik retourna à la case maudite. Il sentit l'air changer autour de lui, chargé d'électricité et de malveillance. Il pénétra dans la maison, chaque pas résonnant comme un défi. Mémé Azata l'attendait, son visage figé dans un sourire cruel, ses yeux luisants d'une lueur surnaturelle. « Tu viens pour me défier, petit-fils, lança-t-elle. Je viens pour t'arrêter, Mémé, pour que la paix revienne. » Le combat qui suivit fut plus qu'une lutte physique. C'était une bataille entre la lumière et l'ombre, entre l'amour familial et la soif de pouvoir. Malik brandit le talisman, dont la lumière aveuglante repoussa les ombres qui s'agitaient autour de sa grand-mère. Azata hurla, un cri déchirant qui fit trembler les murs. Mais la puissance du talisman était grande. Petit à petit, la noirceur qui l'habitait se dissipa, et la vieille femme redevint celle qu'elle avait été avant le pacte, une grand-mère blessée, prisonnière de ses choix. Dans un ultime geste de rédemption, Azata tomba à genoux, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années. « Pardonne-moi, mes enfants. J'ai été aveuglée par ma peur et mon désir de puissance. » Le village tout entier sentit la paix revenir. Le baobab reprit vie, ses feuilles dansant au vent. Les esprits des enfants disparus s'envolèrent en lumière, libérés de la malédiction. Malik, devenu un héros, sut que la véritable force venait de l'amour et du pardon. Et que même dans les ténèbres, une lumière pouvait toujours renaître. Après la chute de Mémé Azata et la libération du village de Kudji de sa malédiction, un nouveau souffle semblait parcourir les ruelles poussiéreuses et les maisons de terre battue. Le soleil brillait plus fort, les rires d'enfants résonnaient à nouveau, et les anciens parlaient avec espoir d'un avenir meilleur. Malik, désormais reconnu comme le sauveur du village, prit sur lui la lourde tâche de reconstruire ce qui avait été détruit, non seulement les maisons, mais aussi la confiance et la paix entre les habitants. Le village organisa des cérémonies pour honorer les esprits protecteurs et pour demander pardon à ceux qui avaient souffert. Des chants de guérison emplissaient la nuit, et les femmes tissaient de nouveaux pagnes colorés, symboles de renaissance. Malik, lui, s'engagea à enseigner aux enfants l'histoire de leur village, mais aussi la valeur de la vigilance face aux forces obscures. « Notre force est dans l'unité et la lumière, pas dans la peur ou la haine », répétait-il souvent. Les terres autrefois abandonnées redevinrent fertiles. Les baobabs reprirent leur majesté, témoins silencieux du passé mais aussi gardiens de l'avenir. Quant à Mémé Azata, la vieille femme, elle disparut mystérieusement une nuit, emportée par les esprits qu'elle avait invoqués. Certains disent qu'elle fut purifiée, d'autres qu'elle devint un avertissement vivant pour ceux qui cherchent le pouvoir à tout prix. Quoi qu'il en soit, son histoire resta gravée dans la mémoire du village, non comme un simple conte, mais comme un rappel puissant que la véritable magie réside dans l'amour et la sagesse. Ainsi, Kudji renaissait de ses cendres, plus fort, plus uni, prêt à affronter l'avenir avec courage et foi. Après la libération du village, le talisman que Malik avait reçu de l'ancêtre devint un objet sacré, conservé précieusement dans le sanctuaire ancestral. Mais très peu savaient réellement ce qu'il renfermait. Une nuit, alors que Malik méditait seul sous le baobab, une lumière douce émana du talisman. Intrigué, il le prit entre ses mains, et une vision l'envahit. Il se retrouva dans un autre temps, dans le corps d'un ancien guerrier, l'un des premiers protecteurs de Kudji. Ce guerrier avait forgé le talisman à partir d'un fragment d'étoile tombé du ciel, mêlé à l'écorce du baobab sacré. Le talisman était bien plus qu'un simple objet de protection. Il contenait l'âme collective des ancêtres, leur sagesse, leur force, mais aussi leur justice. La vision lui montra que ce talisman ne pouvait être utilisé que par quelqu'un au cœur pur, capable d'équilibrer la lumière et l'ombre, le pardon et la justice. Il contenait également un avertissement. Le pouvoir est un outil. Dans de mauvaises mains, il devient une malédiction. Malik comprit alors qu'il ne devait pas garder le talisman pour lui seul, mais le partager, en faire un symbole d'unité pour tout le village. Le lendemain, lors d'une grande cérémonie, il remit le talisman aux anciens, qui décidèrent de le transmettre aux générations futures, afin qu'ils veillent sur Kudji et protègent le village de toute nouvelle menace. Ainsi, le talisman devint un lien entre le passé, le présent et l'avenir, un rappel constant que la puissance véritable est celle qui sert le bien commun. Avec le talisman désormais en lieu sûr, le village de Kudji se tourna vers l'avenir, porté par la volonté de préserver la paix durement gagnée. Les anciens, gardiens de la mémoire collective, prirent la responsabilité de transmettre l'héritage ancestral. Lors d'une grande assemblée au pied du baobab sacré,
ils racontèrent aux jeunes l'histoire des forces invisibles qui avaient autrefois plongé le village dans le chaos. Ils expliquèrent la sagesse des ancêtres, l'importance du respect de la nature, et surtout, la vigilance contre les puissances obscures. Malik, devenu un leader respecté, encouragea les enfants à apprendre les langues anciennes, à connaître les plantes médicinales, mais aussi à cultiver la solidarité et l'amour. C'est dans la connaissance et l'unité que nous trouverons notre vraie force, disait-il. Des ateliers furent organisés pour enseigner aux jeunes les arts traditionnels, les chants sacrés, et les danses qui reliaient les vivants aux esprits protecteurs. L'héritage ne se limitait pas à des savoirs, mais aussi à des valeurs. Le village comprit que le pouvoir sans sagesse ne mène qu'à la destruction, que le pardon est parfois plus fort que la vengeance. Chaque année, une cérémonie spéciale honorait les anciens et renouvelait le serment de protéger Kuji. Ainsi, la mémoire de Mémé Azata devint un avertissement, un récit transmis pour que jamais plus les ténèbres ne prennent racine. Et dans le cœur des habitants, la lumière brillait plus fort que jamais. Malgré la paix revenue à Kuji, une ombre persistait dans les recoins oubliés du village. Une force sourde, née des blessures du passé, refusait de disparaître complètement. Un soir, sous un ciel d'encre, un voyageur mystérieux arriva à Kuji. Vêtu d'un long manteau sombre, le visage caché sous un capuchon, il semblait porter en lui un secret lourd et ancien. Les anciens le regardèrent avec méfiance. Son aura dégageait une énergie que seul un initié pouvait sentir, une magie noire, puissante et imprévisible. Le voyageur s'installa à la lisière du village, près du baobab sacré. Il murmura des paroles dans une langue oubliée, réveillant les forces obscures tapies sous la terre. Peu à peu, des phénomènes étranges se manifestèrent, les pluies se mirent à tarir, les récoltes dépérirent, et les nuits furent hantées par des cris silencieux. Malik, averti par les anciens, comprit que le mal n'était pas complètement éradiqué. Il convoqua les sages et le conseil des anciens pour préparer une nouvelle défense. Le village devait être vigilant. Le talisman sacré, gardé dans le sanctuaire, brillait faiblement, comme une lueur d'espoir. Mais l'ombre renaissante promettait un nouveau combat, plus difficile, plus sournois. Kuji allait devoir puiser dans toutes ses forces, dans toute sa sagesse, pour ne pas replonger dans la nuit. Le village de Kuji se tenait à la croisée des chemins, face à l'ombre renaissante qui menaçait de tout engloutir. Malik, désormais mature et fort de son expérience, rassembla les villageois au pied du baobab sacré pour préparer la bataille finale. Il brandit le talisman des ancêtres, dont la lumière s'était intensifiée, illuminant la nuit comme un phare d'espoir. Ce talisman est notre dernier rempart contre les ténèbres. Ensemble, unis dans la foi et la lumière, nous vaincrons. Cette nuit-là, alors que les ombres s'étiraient et que les murmures du mal emplissaient l'air, Malik et les anciens entonnèrent les chants sacrés, invoquant la protection des esprits bienveillants. Le voyageur mystérieux, incarnation du mal ancien, apparut au centre du village, entouré d'une aura sombre et menaçante. Mais il ne s'attendait pas à la force collective des habitants. Un combat spirituel s'engagea, une lutte où les forces invisibles se heurtaient. La lumière du talisman perça les ténèbres, repoussant les ombres une à une. Malik, au cœur du cercle, sentit la présence de ses ancêtres à ses côtés. Leur énergie fusionna avec la sienne, lui donnant un courage et une puissance qu'il n'aurait jamais cru possible. Finalement, le mal fut scellé à jamais. Le voyageur disparut dans un cri déchirant, emporté dans une lumière aveuglante. Le village poussa un soupir de soulagement, les cœurs apaisés par la victoire. Le baobab sacré se redressa, plus majestueux que jamais, symbole éternel de résilience et de lumière. Malik regarda l'horizon, le talisman brillant dans sa main. Il savait que l'obscurité pourrait revenir, mais tant que Kuji resterait uni. La lumière ne s'éteindrait jamais. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires.